Les grands dossiers de l'histoire avec Franck Ferrand sur Radio Classique. Le Belem, vous connaissez la silhouette de ce trois-mâts barque, silhouette longue, élancée, élégante. Il est le dernier survivant de la marine à voile de commerce française. Son nom brésilien fait rêver. À l'heure où je vous parle, le Belem est sans aucun doute dans le golfe de Gascogne. Toute voile dehors, on l'espère, il peut déployer jusqu'à 21 voiles, dont 10 carrées. Ces voiles si caractéristiques, 1200 mètres carrés de voilure en tout. Et à la barre, aux écoutes, à la table de navigation, 130 jeunes qui se succèdent tout au long de ce mois de mars 2026 pour découvrir la navigation sur un vieux gréement. Pourquoi 130 jeunes ? Eh bien parce que le navire fête ses 130 ans. Oh, il en a vécu des vies. Il en a connu des périls auxquels il a systématiquement réchappé. 130 ans, ça nous ramène en 1896 à Nantes, où le Belem tout neuf est mis à l'eau dans la Loire depuis la cale des chantiers du Bijon. Un navire à la coque d'acier de 51 mètres, entièrement riveté. On est à l'époque de la Tour Eiffel, ne l'oubliez pas. De toute façon, on a longtemps riveté les navires. Sur l'étrave, on a d'ailleurs inscrit la devise du Brésil, devise positiviste, Ordem et progresso, l'ordre et le progrès. Le Belem, avec ses trois mâts de 35 mètres, a bien l'intention de tenir la dragée haute à tous les navires à vapeur qui à l'époque sont en train de se répandre sur les océans. En cette fin du 19e siècle, la voile reste encore rentable par rapport au charbon. Le gouvernement soutient d'ailleurs la construction de ces navires à voile en acier grâce à des primes. Eh oui, déjà, il y a ce système de primes gouvernementales. Quelques miles jusqu'à Saint-Nazaire et de là, le Belem va donc appareiller pour sa première traversée transatlantique. Il a été conçu pour ça. Il a été conçu pour affronter l'océan dans la tradition du vieux commerce triangulaire nantais. 80 ans plus tôt, le grand-père de l'armateur, Étienne Prudent-Crohan, avait fondé un comptoir dans le nord du Brésil, à Belem, ce qui explique évidemment le nom du navire. On appelle ces bateaux de taille moyenne des Antillais, distincts des Caporniers, qui eux font le tour du monde. Le Belem ne transportera que de la marchandise. Est-ce qu'on a besoin de rappeler qu'en 1896, il n'y a plus d'esclavage. Il a été aboli dans les colonies françaises depuis 1848. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le capitaine Lemerle, qui a 50 ans, s'est installé dans sa cabine neuve. Tout ça sent encore la peinture. C'est un homme austère, le Merle, un homme colérique que ces hommes ont pris l'habitude d'appeler le Merle noir. Une quinzaine de marins pour toutes ces voiles. Il faut imaginer 3 focs à l'avant, 5 voiles carrées sur mât de misaine, les premiers mâts si vous voulez, 5 voiles carrées sur le grand mât, et puis une voile brigantine et une autre triangulaire sur mât d'artimon, donc le dernier mât. Et entre les 3 mâts, il y a encore 6 voiles d'étais, des voiles triangulaires. Le Belem, pour le moment, longe la côte de l'Afrique, et puis il va continuer ensuite à travers l'Atlantique Sud, passer l'équateur, faire cap vers Montevideo, au Paraguay. On est au sud du Brésil, et puis là, on charge la cargaison qu'on est venu chercher, une centaine de mules, à transporter jusqu'au Brésil, et pendant la remontée, il y a un coup de vent, un vent violent, imprévisible, qui arrive des côtes et qui s'abat sur le navire. C'est ce vent, on l'appelle le pampero. Le bateau gîte, le capitaine abat. 6 chèvres vont périr quand même dans ce gros coup. Escale à Belem, à l'embouchure de l'Amazonie, les mules sont encore dans la cale, et voilà que se déclare un incendie dans le foin qui a été chargé. Les marins ferment toutes les écoutilles pour éviter les appels d'air, bien entendu. Le feu finit par être maîtrisé, sauf qu'il y a eu des conséquences terribles à ce sinistre. Les malheureuses mules ont péri. Et les pompiers, au passage, ont pillé le navire, et ce qui reste va être saisi par les douaniers. Voilà, le Belem rentre à Nantes quasiment à vide et en bien piteux état. On peut dire que pour l'armateur, pour Crohan, c'est une véritable catastrophe.
Pour les voyages suivants, Crouan désigne un autre capitaine, peut-être un peu plus avisé que le Merle ou plus chanceux. Les traversées vont se succéder sans encombre. Le Belem transporte ses mules, son charbon, son cacao surtout. Et les Crouans sont en affaire avec la famille Meunier, la famille du chocolat, ce qui explique pourquoi on transporte pas mal de cacao. En 1901, encore un nouveau capitaine, il s'appelle Julien Chauvelon. Ah, il est tout jeune celui-là, il a 24 ans. Et il a une manie, c'est qu'il veut que sa coque soit toujours rutilante. Alors avec lui, on a toujours les pinceaux et et les pots de peinture à proximité. D'ailleurs, l'équipage va l'appeler Captain Peinture. 7 mai 1902, le Belem arrive en Martinique. Il se présente devant la baie de Saint-Pierre, au nord-ouest de l'île, à l'époque le port de mouillage principal, dominé par la montagne Pelée. Si je vous parle de la montagne Pelée et que je vous dis qu'on est en mai 1902, vous me voyez venir avec mes gros sabots, forcément. Le volcan est en train de dégager des fumerolles de plus en plus abondantes. Ça, c'est pas ce qui ennuie le capitaine. Lui est contrarié de constater que son mouillage habituel est occupé par un autre trois-mâts barque nantais qui s'appelle le Tamaya. Il y aurait bien une place. Un navire italien, l'Orsolina, a appareillé la veille, donc ça laisse un peu de vide. Son capitaine napolitain n'a pas voulu rester parce qu'il a vu qu'il y avait beaucoup de fumerolles sur ce volcan et des nuages de cendres maintenant. Le napolitain n'avait pas le droit de lever l'ancre sans autorisation. La douane l'a menacé de sanctions. « Et qui me les appliquera ?» a répondu le capitaine napolitain, « puisque demain vous serez tous morts. » Eh oui, quand on habite à Naples, on sait ce que c'est qu'un volcan mal éteint. Le bureau de Crouan à Saint-Pierre envoie un messager au Belem, allez mouiller à Lance-Robert. Ça, c'est de l'autre côté de l'île, hein, c'est du côté ouest. Une dizaine de miles supplémentaires pour contourner l'île, mais Chauvelon n'a pas le choix. Le soir, il est donc au mouillage à Lance-Robert, et le lendemain matin, à 8h, le Belem, et quand je dis le Belem, tous les marins qui sont à bord du Belem entendent une explosion. Alors on se précipite sur le pont, on observe ce panache de fumée de la montagne Pelée qui entre en éruption, nuée ardente, qui est en train de ravager Saint-Pierre là-bas de l'autre côté. Des cendres volent jusqu'au Belem, le recouvrent. La cendre mêlée à la pluie torrentielle qui suit va faire une sorte de ciment qu'il faut casser au marteau si on veut pas trop alourdir le navire. C'est un moindre mal parce que dans l'anse Saint-Pierre, le Tamaya, le Biscay, tous les autres navires, eux, ont sombré, corps et biens. Incroyable la chance du Belem. L'équipage est quand même traumatisé quand il s'agit de reprendre la navigation. Quelques semaines plus tard, on a quand même eu le temps de charger du sucre antillais. Et puis, ça va être l'époque des traversées transatlantiques. 48 campagnes commerciales en tout. Le Belem connaît la route par cœur, si je puis dire. Tandis que la vapeur est en train de se généraliser, il fait valoir la force de ses voiles. Mais il va falloir se reconvertir. En février 1914, son dernier armateur français, il s'appelle Fleuriot, va le vendre pour 3000 livres sterling à un Anglais de 35 ans, pas n'importe lequel, c'est le duc de Westminster, hein, Lord Grosvenor, qui aime la voile, qui cherchait un grand yacht. Ben là, il est servi. Hein. Le duc de Westminster est tombé sous le charme de ce Belem si élégant, que sa coque d'acier rend plus solide et plus rapide que certains des navires en bois qui lui font concurrence. Le capitaine Chauvelon convoie donc en personne le Belem jusqu'à Southampton, dans la tempête, sur le quai la séparation est émouvante, mais pour le Belem, on peut dire qu'il s'agit d'une chance. Alors que tous ses collègues à voile sont voués à une démolition inéluctable, le Belem, à 19 ans, a le privilège d'être anobli, et le voilà qui passe maintenant sous pavillon britannique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors dans son nouveau port, puisque maintenant il est à Southampton, le Belem n'a pas le temps de commencer sa mue en yacht que la guerre éclate déjà. Oui, je vous ai dit, on était en 1914, alors il va rester à l'abri des bombardements et des mines là pendant
pendant toute la durée de la guerre, pendant 4 ans. On le réaménage, on en profite, de la soute jusqu'au Driss. Westminster fait installer 2 moteurs à hélice de 480 chevaux chacun, 2 énormes moteurs. Le tuyau d'échappement monte le long du mât d'artimon. À la place des cales, 14 cabines, 5 salles de bain, un salon, une bibliothèque, un fumoir, un escalier à double révolution qui permet de gagner le pont. On est en train de construire un joli petit palais flottant, en vérité. Sur la dunette arrière qui a été surélevée, on démonte les chandeliers qui font barrière, on crée des balustrades blanches de type victorien qui vont faire le tour de la poupe du navire. Bref, énormes travaux qui vont coûter 100 000 livres sterling à Lord Grosvenor, vous imaginez ? Dès la guerre finie, le nouveau Belém va pouvoir fréquenter tout le gratin britannique. On est dans la gentry, servi par un équipage doublé à 30 membres, parce qu'il faut pas mal de domestiques à bord. Cap sur Biarritz, Monte-Carlo avec les soirées au soleil couchant, des bals sur le pont où l'on danse le Charleston. Le Belém a complètement changé. La haute mer lui manque un peu peut-être, et le duc de Westminster aussi se lasse. Il convoite à ce moment-là un autre yacht, et on devrait dire un yacht d'ailleurs. Et au bout de 3 ans, il va revendre le Belém pour 25 000 livres. Le nouvel acquéreur n'est autre que l'Irlandais Ernest Guinness. Mais oui, le brasseur de bière brune, vous savez, il rêve de grands horizons, Guinness, de Caraïbes, de Polynésie, d'Asie. Et le voilà qui rebaptise le Belém Fantôme 2. Guinness avait voyagé sur le vapeur de son père qui s'appelait Fantôme 1, voilà pourquoi il l'appelle Fantôme 2. On installe à bord l'électricité, la ventilation, on améliore encore le confort avec maintenant une infirmerie carrément. Guinness est en train tout simplement de préparer le plus beau cadeau pour les 30 ans du Belém, Fantôme 2, qui va faire désormais le tour du monde. Voilà, c'était ça l'idée du nouveau propriétaire. 29 mars 1923, le Fantôme 2, appareil de Cowes, sur l'île de Wight, bien sûr, sur la côte sud de l'Angleterre. À son bord, la famille Guinness et une trentaine de marins expérimentés pour grimper dans les vergues, pour lâcher, pour reprendre de la voile. Ces hommes sont des voltigeurs, ils n'ont pas peur du vide. Ils ont à leur tête un capitaine aguerri qui s'appelle Henry Frogbrook, qui a 53 ans. C'est le yacht du bonheur, voilà comment on va surnommer dans les gazettes ce navire qui fait escale aux Canaries, au Cap-Vert, qui traverse l'Atlantique. Il connaît la traversée de l'Atlantique, il l'a déjà tellement faite. Et puis les Antilles, le canal de Panama, le Pacifique, cap sur les Marquises, puis sur le Japon. Étape originale mais pas très joyeuse puisqu'on arrive juste après un tremblement de terre dévastateur. Les médecins du bord débarquent à Yokohama pour donner des secours, pour aider toute cette population en alarme. Et puis ce sera la Chine et Malaga et Ceylan, comme on dit à l'époque, pour Noël. Enfin, la mer d'Oman, la mer Rouge, le canal de Suez et le retour par la Méditerranée bien connue. Enfin, bien connue, mais pas pour le Belém. Tout le monde débarque à Naples en février 24. Imaginez la beauté de ce voyage. C'est inouï d'avoir fait ça dans des conditions de tel luxe avec cet équipage extraordinaire. Magnifique. 1937, nouvelle grande croisière du côté du Canada, cette fois avec les Grands Lacs, le Saint-Laurent, le très beau livre Belém, témoin d'hier, acteur d'aujourd'hui, qui a été édité en 2015 par les éditions du Chêne et la Fondation Belém. Ce très beau livre montre des photos de toutes ces expéditions, de ces 5 vies du Belém. En 1940, le Fantôme est à son port d'attache à l'île de Wight et c'est le moment où pleuvent les bombes, évidemment. Et dans ce blitz, dans ces bombardements allemands, le gréement est touché, la coque résiste quand même. Le Belém va abriter le QG des vedettes lance-torpilles des forces françaises libres. Il participe à sa manière à la guerre et il en sort, j'allais dire vivant, à flot en tout cas. En 1949, M. Guinness, qui est devenu un vieil homme, rend son dernier souffle. Fantôme 2 est donc en deuil.
Ça faisait 26 ans qu'il était au service de ce monsieur. Et c'est la fille de monsieur Guinness qui va vendre le Belém à un industriel vénitien, Vittorio Cini, qui a été ministre de Mussolini, mais qui était démissionnaire dès 1943, qui a été déporté à Dachau, d'où il s'est enfui, et qui désormais est le sénateur Cini. Il va donner au Belém le nom de son fils Giorgio Cini, qui est mort dans un accident d'avion 2 ans plus tôt. Le comte a fondé une école pour des orphelins de marins, le Centro Marinaro. Il a fondé cette école à Venise et donc le Belém s'amarre fièrement devant le quai de l'école sur l'île San Giorgio Maggiore. On le voit depuis la place Saint-Marc, c'est magnifique, ce grand voilier. Le Belém, on aime mieux voir ça que les très gros navires de croisière qui à une époque ont fini par venir défigurer Venise. Je ferme ma parenthèse. Le Belém se découvre une autre vocation, celle de navire-école, et dans la cale, les longues tables et les hamacs ont remplacé les salons british pour accueillir maintenant 80 élèves en uniforme blanc dans une ambiance assez spartiate, tout à fait militaire. En été, les plus âgés, les plus méritants partent en croisière jusqu'en Turquie, en Grèce, en Espagne. Le Cini a 70 ans maintenant. Il n'est plus aux normes. Il ferme ses écoutilles aux élèves. Il va rester à quai. Il est mélancolique, ce navire, un peu vétuste. C'est une sorte de palais vénitien flottant, mais il peut compter sur sa bonne étoile, puisqu'en 1970, un Français passionné d'ancienne marine, il s'appelle Luc-Olivier Gosse, va visiter le navire, reconnaître le Belém, et là, tout va changer de nouveau. Franck Ferrand sur Radio Classique. Luc-Olivier Gosse signale la localisation du Belém à l'Association française des grands voiliers qui se mettent à la recherche d'un mécène pour le rapatrier. En 79, l'Union nationale des caisses d'épargne se porte acquéreur. Donc le Belém quitte les Vénitiens en pleurs sur les quais. C'est Daniel Gilles dans Belém, témoin d'hier, acteur d'aujourd'hui, qui nous dit le 17 septembre 79, une véritable armada attend le nouveau Français à son arrivée dans le goulet du port de Brest. Le Belém va retrouver son nom, il faudra encore le restaurer pour en faire un navire-école, élément du patrimoine maritime français. On le fait découvrir au public, bien sûr. La Caisse d'épargne va créer la Fondation Belém et en 80, le Belém pavoise sur la Seine, à Paris, au pied de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, qui elle aussi est rivetée, n'est-ce pas, et qui est à peu près de la même époque, elle est un tout petit peu plus vieille que lui, à peine. Bref, le Belém va ouvrir sa passerelle aux premiers visiteurs français et en 3 ans, ce sont quelques 150 000 personnes qui vont venir le visiter. Pendant ce temps-là, ont commencé de gros travaux de restauration. Et la suite, j'allais dire, vous la connaissez parce qu'il est devenu célèbre, le Belém. Bien sûr, il fait partie de toutes les grandes fêtes, de tous les rassemblements. On reconnaît très vite sa silhouette à l'horizon et quand on le voit, c'est toujours une joie. Ça fait toujours plaisir. Ah, tiens, voilà le Belém. En 1986, il va retraverser l'Atlantique pour participer aux commémorations de la Statue de la Liberté et après son retour en France, il accueille donc les premiers élèves et les premiers stagiaires. C'était en 86, ça, donc le calcul est facile à faire. Ça fait maintenant 40 ans que ce navire parfaitement entretenu vit donc aux yeux de tous une nouvelle vie, la 4e si on peut dire. On le croise régulièrement dans toutes les grandes manifestations de la voile. Rappelez-vous, en 2024 notamment, c'est lui, le Belém, qui avait rapporté d'Athènes jusqu'à Marseille la flamme olympique. On l'avait applaudi. Est-ce qu'on l'avait applaudi plus que d'habitude ? Je n'en suis même pas sûr. Vous écoutez Radio Classique.